c'est un point fort. C'est un point qu'on choisit pour se fortifier. On se fortifie comment? De plein de façons. Soit ce qu'on appelle une fortification en terre et bois, pour les fortifications les plus simples et les plus rapides à faire, ou plus élaborées avec de la pierre, ou qui vont mixer tous ces éléments, avec des murs, avec des fossés, secs ou en eau, des palissades, en alliant tous ces éléments-là. Forteresse, c'est ça. Ça peut être une maison qu'on va fortifier avec des éléments, une barbacane pour les plus grands châteaux, une bretèche pour défendre une porte, plein d'éléments un peu techniques, mais qui ne se retrouvent pas forcément toujours dans les très grandes fortifications, les très grands châteaux qu'on connaît dans nos dessins d'enfance, dans nos histoires d'enfants. Une fortification, ça peut être une maison qu'on va fortifier jusqu'à la plus grande des forteresses, comme le château de Cluny ou des châteaux qui sont encore plus grands en dehors de la région. Eh bien, un petit peu comme dans les dessins d'enfants. On va avoir ce qu'on appelle la grande tour, la tour maîtresse, qu'on appelait autrefois donjon, qu'on trouve encore dans certains ouvrages, c'est amusant, mais donjon ça parle bien aux gens, donc du coup on identifie bien ce dont on parle. Et autour de ce donjon, qui est souvent un point fort, l'ultime point défensif, à part pour les éléments qui vont associer les fonctions de résidence, en plus de la fonction purement défensive. Et ensuite, autour de cet ultime réduit défensif, on va voir se développer plusieurs choses, plusieurs cours. Une haute cour, une basse cour, etc. Des logis, des tours annexes qui vont, pour certaines, abriter d'autres fonctions. Une chapelle et plein d'autres fonctions qu'on peut retrouver dans les forteresses, dans les châteaux. Tout dépend bien sûr de la nature du château, de la nature du propriétaire et de ce qu'il a besoin d'y mettre. Parce que, avant toute chose, un château, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'habitat. La plupart du temps, on vit dans un château, on n'y fait pas la guerre sans arrêt. C'est très rare. Il y a même des châteaux qui ont été construits qui n'ont jamais connu de fait de guerre. Mais c'est une arme de défense passive, c'est une arme de dissuasion, le château. Ça va de la palissade, ça va des fossés, le point de hauteur que peut être une tour ou une courtine pour voir éventuellement l'assaillant venir avant qu'il soit au pied du mur, ça aussi c'est une forme de défense. On le voit arriver, on peut anticiper sa venue. Les portes fortifiées, de manière plus ou moins complexe, avec des herses, avec pont-levis, avec des systèmes de chicane pour les plus compliqués dans les périodes plus récentes. Les systèmes de barbacane, de boulevards, qui sont tout un tas de fortifications annexes pour compliquer l'accès au cœur de l'édifice défensif, donc l'accès au cœur de la forteresse. Voilà, ce sont tous ces éléments-là. Après, on peut avoir des éléments plus petits, tous les trous pour utiliser pour lancer des projectiles, meurtrières et tous les dérivés, arcs pour utiliser pour les arcs, pour les arbalètes, pour plus tard ensuite les armes à feu, portatives ou non. Et voilà pour l'essentiel. Et puis bien sûr tous les jeux de machicoulis qui décorent les hauts des tours et les hauts des courtines que dessinent souvent les enfants dans leurs dessins d'enfants et qui font tout de suite identifier le château fort et qui sont utilisés à la fois pour voir les assaillants qui s'approchent un peu trop près des murs et si possible pour leur balancer tout un tas d'objets, principalement des cailloux, pour les dissuader de s'approcher trop près. Quand je pense à ça, je pense à des dessins d'enfants où on voit un grand château en pierre qui va être dessiné avec autour des petits châteaux en bois, des tours en bois, et puis des objets qu'on lance sur le château pour le détruire. C'est exactement ça. C'est résumé, c'est simpliste et simplifié, mais c'est ça. Alors quand la place forte à attaquer n'est pas de grande dimension, on peut en effet l'encercler et puis attendre que ça passe. Si on n'a pas beaucoup de temps, on peut l'attaquer, c'est-à-dire essayer de créer en un point précis un surnombre par surprise pour essayer de submerger la garnison qui défend la forteresse qui est attaquée. Ça marche ou pas, parce qu'attaquer un mur précédé de fossés, parfois de talus, de palissades, avec des gens qui vous tirent dessus, c'est pas forcément évident, il faut monter à une échelle, on n'y va pas en jogging, on y va avec une armure, avec un équipement assez lourd, donc c'est compliqué.
Oui, ça demande un certain courage, c'est pas forcément évident. Pour les forteresses, les fortifications beaucoup plus grandes, je pense notamment aux villes, et là je pense au siège d'Orléans. Il ne faut pas imaginer les Anglais, quand ils ont assiégé la ville d'Orléans, qu'ils entouraient absolument toute la ville. C'était monstrueux, il aurait fallu des milliers, voire des dizaines de milliers d'hommes, ce que les Anglais n'avaient pas. En fait, ils se sont contentés de créer des bastions défensifs, des bastions, comme le fort Saint-Loup sur l'actuelle ville de Saint-Jean-de-Bray, qui verrouillaient toutes les villes, tous les points d'accès, tout autour de la ville. Donc ça, c'est une autre manière de faire le siège. C'est une sorte de siège économique où on va bloquer toutes les routes qui permettent d'accéder ou de sortir de la ville, donc qui permettent d'amener du ravitaillement et qui empêchent bien sûr éventuellement la sortie d'estafettes ou de messagers pour aller chercher des secours. Voilà ce genre de siège quand on a affaire à des places qui sont vraiment très très grandes et qui ne peuvent pas être ceinturées comme sur les dessins d'enfants. Pour la période qui nous intéresse, la guerre de 100 ans, elle a ça d'intéressant, c'est qu'elle a vu cette période les armes évoluer. On arrive au départ, au début de la guerre de 100 ans, avec un système d'armement tout à fait classique, des trébuchets, certains s'appellent des couillards aussi, suivant leur forme, et on lance des pierres de plus ou moins grande taille sur les murs pour les ébranler, pour les abîmer, pour créer une brèche qui permet ensuite justement de permettre aux hommes à pied d'attaquer, de créer un surnombre et d'emmener la place. Ensuite, avec le temps, les évolutions, les premières pièces d'artillerie sont apparues. Elles lançaient au départ des boulets en pierre qui étaient taillés de manière sphérique pour être envoyés comme les ancêtres des boulets de canon en fonte qui sont apparus plus tard. Voilà, tout simplement. Et Charles VII, sur la fin de la guerre de 100 ans, s'était fait une spécialité de multiplier son parc d'artillerie, qui lui a d'ailleurs permis de remporter des grandes batailles à la fin de la guerre de 100 ans et de sceller le sort des Anglais sur le sol français. C'est très compliqué. Au départ, on a encore un esprit chevaleresque. On voit même des rois se battre dans les batailles, puis on se rend compte finalement que c'était pas un bon plan parce que se battre dans une bataille, s'exposer quand on est roi, ça veut dire qu'on peut se faire cravater, on peut se faire emprisonner. Donc le roi Jean de Lebon nous a coûté très cher puisque il a fallu, quand il s'est fait attraper pendant une bataille, il a fallu payer la rançon derrière. Donc finalement, les rois successifs par la suite, on a découvert que ce n'était pas un bon plan et que c'était mieux d'avoir des professionnels de la guerre. Donc c'est là que sont arrivés les capitaines de compagnie, l'armée a été restructurée, les chevaliers ont laissé la place aux hommes d'armes dont la guerre était le métier, plus ou moins soudards, plus ou moins mercenaires, servant pour un camp ou pour l'autre. Mais bon, bref, les grandes compagnies, les compagnies d'archers, de francs archers sont arrivées. Bref, c'est l'armée de métier, c'est la naissance de l'armée de métier à cette époque-là. Donc on est passé d'une armée menée par des chevaliers à une armée menée par des soldats dont le métier était la guerre. Les Français ont vite compris à leurs dépens que se battre en race campagne contre les Anglais leur valait beaucoup de défaites. Que charger comme des brutes épaisses face à des nuées de flèches, ça marchait moyennement comme technique. Donc du coup, ils ont décidé de faire autrement. Plutôt que de mener des guerres de chevaliers qu'ils perdaient quasiment systématiquement, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé de s'appuyer sur des points forts, donc de refortifier le territoire et de laisser les Anglais s'épuiser à chaque fois qu'eux voulaient lancer une chevauchée. Et de les laisser, en fait, de laisser la plus sûre façon de se débarrasser d'une chevauchée anglaise, c'est de laisser la faim, la dysenterie, décimer les troupes anglaises, les lasser et les pousser à ce qu'ils rentrent chez eux après avoir sillonné le pays, certes, après avoir causé quelques déprédations, quelques ravages ponctuels, mais qui n'ont pas finalement bouleversé l'économie du pays qui était de toute manière le plus peuplé de France, puisque on le voit, à chaque fois que les Français perdaient une bataille, ils arrivaient avec une population beaucoup plus importante que l'Angleterre, à réaligner quelques années après une armée équivalente. Sauf que les Anglais, eux, dans les rares défaites qu'ils ont eues, ils ont eu excessivement de mal à reconstituer leurs troupes parce qu'ils avaient une population beaucoup moins importante.